La personne que je vous présente maintenant, elle avait des parents exceptionnels, une famille qui l'entourait de belle façon, fille de producteurs agricoles. Elle a travaillé dans une institution financière. Elle était partie, bien partie dans la vie, une belle vie conventionnelle, le fun, que tout le monde rêve d'avoir. Mais arrive le premier enfant, ce qui doit être nécessairement un événement très joyeux. Et dans leur cas, oui, ça a été joyeux parce que l'arrivée de l'enfant fait du bien, mais il arrive avec une malformation au niveau de son cœur. Et ça fait basculer la vie de notre prochain invité. Maintenant, voyons comment notre prochain invité vit sa légende et attire le bonheur. C'est une histoire remplie d'émotions et surtout d'inspiration qu'elle nous raconte, mesdames et messieurs, Marilyn Petit. On se connaît depuis quelque temps. Je connais un peu ton histoire, mais les gens qui sont là, il y en a qui ne te connaissent pas. J'aurais déjà le goût de te demander, mais qui tu es? D'où tu viens, puis c'est quoi ta formation, puis qui es-tu comme personne? Qui je suis comme personne? Écoute, moi, je suis née en Montérégie, dans un petit village qu'on appelle Sainte-Hélène. Chez Sainte-Hélène de Bagotte. J'étais fille d'un agriculteur. Hein? C'est les meilleurs, les meilleurs. Alors, j'ai grandi sur la ferme. J'étais l'aînée d'une famille de 5. Fait que j'étais la grande responsable qui s'occupait de ses petits frères puis ses petites sœurs. Puis bon, ben comme toute fille d'agriculteur, hein, conduire le tracteur, tirer les vaches, envoyer, on lave les pieds, puis c'était ça. Fait que c'est exigeant d'être un enfant d'agriculteur. On travaille tôt. C'est 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Pour les parents, c'est-tu vrai aussi pour les enfants? De travailler 7 jours sur 7, oui. Sur la en tout cas, à mon époque, oui. Oui. Mais c'est rempli d'apprentissage. Hein. Ça me permet aujourd'hui de me demander comment ça, tu sais tout faire comme ça. Bien, c'est ça vient de là. Hein? Fait que oui, j'ai grandi dans cette région-là. Après ça, ben, j'étais allée à l'école, puis j'ai travaillé dans une banque pendant 12 ans. Et j'ai rencontré un amoureux, on s'est mariés, on a eu un premier enfant qui est Pierre-Olivier. Maintenant, j'en ai 3, Pierre-Olivier, Louis-Philippe et Félix-Antoine. Et bien, l'histoire où tu veux m'emmener commence à la naissance de Pierre-Olivier, qui est né avec une importante malformation cardiaque. En fait, c'est un syndrome qu'on appelle le syndrome de Noonan, qui affecte particulièrement son cœur et ses poumons. Alors, aujourd'hui, il a 15 ans, il va bien. C'est un petit garçon à qui on donnait 50 de chance de survie. Est-ce que tu le savais avant qu'il arrive au monde? Non. Même pas. Non. Donc, on attend, on est fébrile. Ouais. La naissance s'en vient. La chambre est décorée. Wow, c'est une grande nouvelle, c'est une belle nouvelle. Ouais. Puis là... Et oui, puis moi, j'ai toujours voulu être maman. Je te dirais qu'en cours de route de grossesse, à la première échographie, mon conjoint et moi, on n'est pas sortis tout sourire comme les autres parents parce qu'il y avait dénoté des taches au cerveau, un bassinet plus gros que la normale. Puis là, la technicienne nous avait dit, votre enfant est probablement trisomique, on va vous envoyer passer des tests. OK. Finalement, on a passé tous les tests, la myosynthèse, puis on nous a dit qu'il était normal. Fait que, tu sais, avec le recul, on avait eu un down, un up, tu sais. Mais quand il est né en détresse respiratoire. Fait que tout de suite, je l'ai eu quelques minutes dans les bras, on l'a pris, on l'a emmené aux soins intensifs. Puis après ça, quand je suis retournée le voir, il était branché, soluté dans la tête. Puis, et cette aventure-là a commencé. C'était une première année de vie difficile. Le premier 18 mois, je te dirais que c'est un petit bébé très fragile qui n'était pas capable de boire, de téter comme les autres enfants. Donc, on lui donnait son lait avec un petit cop, là. C'est comme un enfant assis à petite débarbouillette, parce que pour lui, c'était trop difficile de boire au biberon. Puis, il a mangé rapidement parce que l'idée, c'était de se faire prendre des calories parce qu'il ne buvait pas assez. Ça, c'était dû à sa condition cardiaque. Et puis, il a bu aux 2 heures comme ça, jour et nuit, jusqu'à l'âge de 18 mois. Jusqu'à sa première... 2 heures, jour et nuit. Oui. 1 an et demi. Oui. Wow.
Là, on n'est plus à la banque. Là. Ah non, j'ai tout quitté parce que il était tellement fragile, puis il prenait beaucoup de médicaments. J'allais 2 fois par semaine à l'hôpital. On avait une physiothérapeute qui venait à la maison. C'était vraiment un temps plein juste de soins pour bébé. Puis, comme son système immunitaire était plus faible, le médecin nous avait dit que c'était vraiment pas une bonne idée de l'envoyer en garderie. Anyway, je ne voulais pas l'envoyer en garderie. Non. Alors, je ne me suis pas posé la question, puis tout de suite, si c'était je suis là pour mon enfant, j'ai quitté tout mon emploi, carrière, fonds de pension et tout ça, pour devenir maman à temps plein, mais aussi docteur-maman, parce que c'est ça, avec un enfant malade, c'est un rôle qu'on prend rapidement. Surveiller son rythme cardiaque, son alimentation, beaucoup d'hospitalisation pour Pierre-Olivier. Et ça, c'est pas un choix. Quand ça arrive, comment toi, tu te sens dans ça? Quand ça arrive, là, il est là, c'est correct, au début, c'est l'urgence, c'est à toutes les 2 heures, puis mais là, ça épuise physiquement? Oui, ça épuise physiquement. Moi, j'ai une super santé. Petite fille d'agriculteur, hein? Oui, mais quand même, comment tu te sens dans ça? Là? Est-ce que c'est la révolte? Est-ce que c'est le... Bien, écoute, il est tellement petit. Je suis une nouvelle maman. J'ai tout ce rôle-là à apprendre. Puis, en plus, il est malade. Fait que, tu sais, je suis une petite maman très, très dévouée. Un petit peu même, je te dirais, sur le bord de l'anxiété parce qu'on me dit de surveiller son rythme cardiaque, surveiller si ses lèvres ne viennent pas bleues, s'il faisait un arrêt cardiaque. Là, comment tu gères ça, un petit bébé? Fait que j'étais souvent dans sa chambre, aller voir, il dort-tu bien, il est-tu correct? J'étais comme sur un qui-vive. Et on allait chez le médecin le cardiologue, c'était aux semaines, aux 2 semaines, au mois. Fait que c'était un suivi très serré. Est-ce que tu as le temps de voir tout ça? Je suis pas sûre parce que tu es vraiment en survie. Tu veux faire tout ce qu'il faut pour lui. Puis est-ce que tu as de la place pour t'écouter en tant que maman? Oublie ça. Non, ça est-ce que je me suis questionnée? Est-ce que j'ai porté attention d'accueillir pour moi ce qui m'arrivait? Non, parce que j'étais l'adulte et hyper responsable. C'est pas pour rien que je t'ai dit ça. Quand je suis née, j'ai grandi avec hyper responsabilité. Alors, j'étais responsable de mon bébé. Je lui ai donné la vie. J'aurais voulu lui donner une magnifique vie, comme tous les parents. Et là, il t'arrive, puis oups, lui, s'il n'y a pas les conditions pour ça, lui, ça va être plus difficile. Lui, tout est plus difficile pour lui dans sa première année de vie, apprendre à... C'est un petit bébé qui n'était pas capable de marcher à 4 pattes. Il a fallu que je travaille avec une physiothérapeute pour aller lui montrer, aller chercher ses jouets, bouger son corps. Parce qu'un bébé malade, toute l'énergie, l'attention est sur la maladie. Il ne sera pas porté à aller vers son développement. J'ai travaillé très, très fort pour faire en sorte qu'il vive sa vie de petit bébé, de petit enfant, le plus normalement possible, malgré toutes les difficultés. Et c'est sûr qu'à travers ça, tu as des hauts, tu as des bas, quand c'est l'hospitalisation. Mais j'étais vraiment, je te dirais, la première année sur une espèce d'adrénaline en mode survie, à vraiment protéger mon bébé, faire tout ce qu'il faut. Là-dessus, je me souviens qu'à 6 mois, on nous a dit, là, il va vraiment pas bien. Là, et là, on l'avait rentré à l'hôpital, puis... on nous avait dit, on essaie un dernier médicament, sinon on va le soulager, on va attendre une greffe, mais on ne peut pas continuer comme ça. Puis finalement, le médicament a fonctionné. Mais à partir de ces 6 mois-là, quand ça est arrivé puis qu'il était à l'hôpital, c'est là où j'ai réalisé, tu es comme en survie, en combat, mais j'y peux quoi, moi, contre la maladie? Si elle décide qu'elle prend mon enfant, même si... Je ferais n'importe quoi aujourd'hui, c'est ça. Et c'est là que j'ai dit, OK, mais c'est ça sa vie à lui. Comment moi je peux faire là, parce que je ne sais pas, elle va être longue combien de temps sa vie, mais il est là. OK. Et avant ça, tu étais en mode réaction. Adrénaline, il se passe quelque chose, je suis responsable, je suis en réaction. On ne se pose même pas la question. Et là, il y a ce point tournant-là qui arrive, puis tu te dis, là, OK, justement, là, cette prise de conscience-là, et est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que tu vas chercher de l'aide? Est-ce que tu en parles aux gens ou c'est... Pas tout de suite. OK, tu fais cette prise de conscience-là seule, mais tu dis, là, il y a...
dans cette prise de conscience-là, il y a eu, OK, là, tu peux faire comme s'il va mourir, puis baisser les bras, parce qu'il nous avait dit 50 de chance. Fait que tu peux baisser les bras, dire, OK, c'est fini, il va mourir, puis mon pauvre bébé, ou tout ça. Ou l'autre chose, parce que 50 autant on peut dire que c'est peu, que c'est assez pour s'y accrocher. Et moi, je me suis dit, bon, je ne peux pas rien changer à la longueur de sa vie. Par contre, je peux faire en sorte, parce qu'il est là, de faire de ses journées les plus belles au cas où elle serait la dernière. Parce que je ne sais pas c'est quand la dernière. Fait que c'est là où j'ai décidé de vraiment faire tout ce que je pouvais pour moi, tu sais, rayonner, puis faire avec la maladie. Puis dans le fond, lui donner ma lumière, tu sais. De l'aider, lui, à vivre une belle vie parce qu'il était un petit bébé encore, il n'est pas conscient, lui, tu sais. Oui, il y a des bobos, mais ça s'arrête aux bobos. Il ne pense pas à son futur, il ne pense pas, tu sais, il est dans la couchette, il ne pense pas qu'il peut pas, qu'il peut être à la maison au lieu d'être à l'hôpital, tu sais. Fait que, dans le fond, je me suis dit que ces moments-là où je vivais avec moi, c'était le seul pouvoir que je pouvais reprendre sur la maladie. Dans le sens que si elle décidait d'emmener mon fils, bien, ce qui allait me rester, c'est toutes les, moi je les appelle les parcelles de bonheur que j'aurais eu le temps de vivre avec lui, puis de collectionner au fond de mon cœur. Parce que tu sais, Martin, tous les gens qui nous entourent, c'est à nous à emmagasiner, tu sais, on pourrait dire tes légendes, hein? Si, dans le fond, on travaille la légende de chaque personne pour qu'il en laisse une trace, bien, c'est un peu ça que j'ai voulu faire avec Pierre-Olivier, dans le sens que sa petite courte vie, si c'est ça, qui va devenir comme une légende pour moi, bien, je vais l'embellir, puis je vais ajouter des acteurs, puis des événements dedans. Fait que là, je me suis appliquée à ce qu'il y ait une vie de petit enfant heureux, malgré tout. Peut-être que c'est égoïstement parce que je me suis dit, bien, ça va me rester s'il part. Puis en même temps, bien, ça lui donnait beaucoup à lui. Et dans le fond, ça m'a évité d'être constamment dans la peur puis de lâcher, tu sais. Et maintenant, il y a 15 ans aujourd'hui. Fait que... Puis j'aurais le goût de dire, tu dis peut-être égoïstement, c'est le contraire. Tu as été dans le don, dans le, la mission, puis la légende, c'est nécessairement tourné vers les autres. Ça j'en suis je suis convaincu de ça. Et ça, par contre, ça t'a ramené, ça t'a rapporté. Mais je suis certain que tu ne l'as pas fait dans un but de je vais en donner pour en recevoir. Non, pas ça, mais je voulais m'en garder. C'était le résultat. M'en garder au cas où il partirait, tu sais. Ouais. Fait que c'était... C'était conscient, ça. C'était conscient. Oui, OK. Ouais. Tu sais, autant quand, supposons, il y a des gens qui meurent, ben on va garder un souvenir, un bijou. Ben moi, c'est un bébé, tu sais. Oui, je pouvais garder quelques petites affaires, mais ce que je voulais vraiment garder... C'est tout ça. Puis ça, là-dessus, tu sais, quand on parle de légende, quand ma grand-mère petite est décédée, je me souviens, on est au cimetière, puis là, on va descendre le cercueil. Fait avant ça, tu sais, mes cousins, mes tantes vont chercher une rose qu'il y a sur la couronne. Puis je revois encore mon père qui en prend une, il la donne à ma soeur, à mon autre soeur, puis là, il prend la dernière. Il l'a senti, puis il me l'a donné. Et là, je lui ai dit, ben non, c'est ta mère, garde-le. Il dit, oh non, tout ce que j'ai à garder, moi, c'est dans mon cœur. Wow, l'enseignement qui t'a transmis là, c'est... C'est ça. Et tu vois que ça, dans le fond, et c'est drôle, je n'avais jamais réalisé le lien. Tu sais, fait quand on parle de légende, justement, hein, l'impact que ça peut avoir sur les autres qui suivent ou sur le comment les gens vont vivre les choses. Bien, c'est ça que j'ai voulu faire avec mon fils. Dans le fond, tout ce que je vais pouvoir garder, c'est là. T'sais. Moi, ma légende est belle, là, rendue là, parce que, tu sais, il y a 15 ans aujourd'hui. Fait que, tu sais, de cette prise de conscience-là, quand il y a eu 6 mois, bien, il y a toute une vie après. Mais elle n'est pas finie, la légende, parce que, tu sais, Pierre-Olivier va avoir besoin probablement d'un nouveau cœur, puis possiblement de nouveaux poumons. Fait que, tu sais, c'est encore là, c'est ça, les parcelles, on les collectionne, tu sais. Parce que, en plus, c'est ça, là, on peut raccourcir l'histoire puis arriver justement aujourd'hui quand il y a 15 ans, mais je sais parce que tu me l'as déjà raconté, puis tu le racontes aussi en conférence à des gens pour les inspirer. Puis il y en a eu des montagnes russes. Ah oui. Hein, puis ça a été une succession de montagnes russes.
Et encore jusqu'à maintenant. Ouais. Jusque-là, tu as appris qu'il y avait autre chose. Oui, il y a le cœur, puis Ouais. peut-être une scoliose. Mm-hmm. Donc, cet enseignement-là, puis là, c'est devenu fort et profond au début, puis c'est ça aujourd'hui qui te permet de malgré, dans le livre que tu as écrit, Ouais. Les millions de soleils, que malgré tout ça, tu réussis à aller rechercher le positif, puis justement de garder en toi le bonheur que ces petits moments-là t'amènent jour après jour. Bien, en fait, il y a des périodes dans sa vie, dans ma vie, parce que quand c'est ton enfant, oui, c'est sa vie, mais c'est ta vie, hein, son épreuve est mon épreuve, parce que je ne veux pas... C'est relié directement. Exactement, tu sais. Puis, bon, il y a des périodes de vie où tu te dis, mon Dieu, ça va tellement mal, tu sais, qu'il ne peut rien m'arriver d'autre, là, ça va... Alors, la question là-dedans, puisque ceux qui nous écoutent pourraient se dire, si j'ai une chose à retenir dans toute cette histoire-là, c'est que quand ça va mal, se demander, bien, OK, qu'est-ce qui va bien pour moi dans tout ce qui va mal? Ouais. Et ça, moi, ça a été ma stratégie. Parce que, tu sais, quand on dit, ça a mal été ma journée, ou ça va donc mal dans ma vie, mais quand tu regardes comme il faut, il y a des choses qui vont bien. Mais notre attention est automatiquement portée sur ce qui va mal. Des fois, c'est une chose qui a mal été dans notre journée, puis on va qualifier notre journée de merde. Mais en fait, c'est un petit détail. Ouais. Et tu sais, mon livre, Des millions de soleils, c'est en fait cette question-là. Qu'est-ce qui va bien pour moi dans tout ce qui va mal? Et j'ai appelé ça Des millions de soleils parce que c'était plus facile pour moi, mon fils, qui était à l'hôpital à ce moment-là, de lui dire, plutôt de dire qu'est-ce qui va bien pour toi dans tout ce qui va mal. Je lui demandais, Pierre-Olivier, quel est ton soleil aujourd'hui? Et quand ça s'est passé, Martin, c'est lors de sa 3e chirurgie cardiaque où il y a eu une complication, puis Pierre-Olivier a dû faire un jeûne complet. Là. Il avait droit à une gorgée d'eau aux 4 heures, puis ça a duré 18 jours. Et c'était Noël et le jour de l'an. Et il était souffrant, notre beau bonhomme, là, comme ça se peut pas. Et bon, parce que oui, ça m'arrive d'implorer, là, envoyez-moi une bonne solution, parce que là, il est souffrant, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux l'aider? Et là, j'avais eu cette idée-là. J'avais fait un tableau de motivation que j'ai collé au pied de son lit à l'hôpital. J'avais découpé des petits pas. Fait que ce tableau-là, il s'appelait « Mes pas vers la guérison ». J'avais mis une photo de la maison dans le bas. Et là, de son lit d'hôpital, je lui disais à chaque jour, on allait coller un petit pied, mais je lui disais « Quel est ton soleil aujourd'hui, Pierre-Olivier? » Alors là, il devait réfléchir parce qu'il y a des journées... ça brillait pas fort, il fallait qu'il cherche beaucoup. Ça brillait pas fort. Ouais. Mais finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était tous des petits détails. Bien, toi, maman qui était avec moi, le sourire d'une infirmière, grand-maman qui m'a appelé. On revient à la base. Et ça, on l'a vécu parce que, dans le fond, il avait été à l'hôpital 1 mois et demi dans cette période-là. Fait que pendant 1 mois et demi, tu sais, mon conjoint et moi, on jouait le jeu, tu sais, de dire c'est quoi notre soleil aujourd'hui. Puis après ça, on s'est mis à le demander aux infirmières, aux médecins. Mais ce qu'on a appris là-dedans, là, c'est qu'il n'y a jamais une journée assez grise pour t'empêcher de trouver un soleil. Et tu sais, ce qui est beau, c'est qu'après la lecture, la sortie de mon livre, j'ai eu plusieurs témoignages. Les gens aiment beaucoup le livre parce qu'on y raconte l'histoire. Et évidemment, à la fin de chaque chapitre, je trouve le soleil de ce chapitre-là, puis je donne des outils de maman à coach. Alors les gens, une fois que tu as lu le livre, tu comprends comment trouver ton soleil puis quoi faire avec ton soleil. Et puis tu vois, c'est drôle parce qu'un week-end, j'ai deux lectrices qui m'ont écrit, puis ils ne se connaissaient pas, là, mais les deux avaient perdu leur père. Et elles me disaient, Marilyn, grâce à ton livre, j'arrive à voir des soleils au salon mortuaire. C'était comme, c'était drôle, c'était 2 personnes, puis ils vivaient la même chose, puis ils ne l'ont jamais su, mais c'était ça. Une autre petite maman qui m'avait écrit pour me dire qu'elle nous avait vu à Denis Lévesque, puis tout de suite, elle était allée acheter le livre, elle avait dévoré, elle avait beaucoup aimé, elle était enceinte. Elle a accouché, quand elle a fini le livre, elle a accouché, et son petit bébé est décédé 3 jours après. Et là, elle me disait... Merci, parce que j'ai lu ton livre. Je trouve, oui, et je vois les soleils. Fait que c'est, tu sais, un soleil, c'est très simple, mais on le comprend dans notre image. Ça fait quoi un soleil? Tu sais, quand je parle à mes clients que je coach, quand on parle de tornade, de tempête, OK, oui, le soleil, parce que même si ici, il pleut, hein, on sait que derrière les nuages, il est là, le soleil. C'est ça le message là-dedans.
c'est que même à travers ta difficulté, des fois, tu ne le vois pas tout de suite, mais ça t'amène ailleurs. Puis j'appelle ça être opportuniste de notre épreuve. Alors, comment tu peux prendre ce qui t'arrive, en profiter, là. Puis je dis aussi pour faire en sorte que ça compte. Tu sais, fais pas vivre ça pour rien. Fais quelque chose avec ça. Pousse-toi plus loin. Aide quelqu'un. Trouve ta mission. Fais quelque chose avec ça. Tu sais, il y a trop de gens à qui j'aurais le goût, tu sais, qui me racontent ce qu'ils vivent, puis tout ça. Puis des fois, j'aurais le goût de leur dire OK, c'est assez, là. Passe donc à autre chose. Parce que c'est une question d'attitude. On peut rester dans notre épreuve. On peut se dire OK, j'ai mal. Ou on peut se dire OK, là, je vais vivre les émotions que j'ai à vivre autour de ça. Puis là, je passe à d'autres choses. Je fais d'autres choses avec ça. Et je me sers Oui. de cette expérience-là. Oui. Parce que tu me parles, puis depuis tantôt, il y a quelque chose qui me revient en tête. C'est que toi, tu n'as pas eu vraiment le choix de prendre une journée à la fois. Surtout au début, puis même, tu sais, mais ça devrait être une... Bien, ça, c'est un cadeau. Bien, ça en est un cadeau. Puis là, tu me dis ça, mais en même temps, nous, puis tous ceux qui écoutent, puis qui sont en pleine forme, c'est la même journée qu'on a le droit, tout le monde. Hein, puis on devrait tous le voir. Et tu ne sais pas quand elle va s'arrêter, la journée. Tout à fait. Parce que ça aussi, c'est d'autres questions. Ils disaient, oui, Marilyn, mais comment tu fais pour garder un équilibre parce que j'ai 2 autres enfants et tout ça? Puis là, je leur disais, bien, si je mets toutes mes peurs, toute mon attention sur Pierre-Olivier, sa maladie, ça s'appelle Louis-Philippe qui traverse la rue puis qui se fait frapper et je n'ai pas profité de lui, tu sais. On côtoie notre famille, on prend plus le temps d'aller les voir, on est trop occupés, on va leur envoyer un petit message via Facebook et tout ça, on s'appelle plus, c'est ça, hein, maintenant. Mais tout ça, c'est fragile. Oui, c'est fragile. Mettre l'humain au cœur de notre vie, de nos relations, c'est important. Oui. C'est plus qu'important, c'est nécessaire. Oui. Tu m'as amené juste une petite parenthèse. Tantôt, tu parlais du livre. Hein, tu as écrit un livre qui s'appelle Des millions de soleils. Oui, Rayonner malgré l'épreuve. Rayonner malgré l'épreuve. On en a parlé un petit peu, tout ça. Ce livre-là est disponible. Oui. Hein, il est disponible dans en toutes librairie. les librairies, oui. Livre que j'ai lu, que j'ai dévoré moi aussi. Il n'est pas très gros. Il se lit très bien et il est très senti. En tout cas, je vous le recommande. C'est qu'on apprécie mieux ce qui nous entoure, les gens qui nous entourent et ce qui nous arrive. On peut être dans la gratitude aussi d'avoir des bien, parce que, tu sais, moi, je parle de l'épreuve qui est dans mon cas, la maladie. Mais on peut changer le mot par épreuve. Ça veut dire que quelqu'un qui perd son emploi, quelqu'un qui vit une séparation, je parle de l'épreuve dans le livre. Donc, et puis, il y a un trésor dans chacun des chapitres. Oui. Il y a une leçon de vie, il y a une instruction, il y a un apprentissage parce que la coach donne aussi des outils. Puis, c'est ça. C'est ça qui est apprécié des gens. Plus, quand tu dis la coach, c'est que tu es allé faire une formation en PNL. Oui. Hein, coaching. Oui. Fait que tu as décidé de prendre tout ce qui t'est arrivé, puis tu disais, moi, j'ai un sens positif. Tu l'avais fait toi-même. Je suis capable d'aider les gens. Oui. Je suis capable de me servir de tout ce qui m'arrive, oui. puis de ma force, puis de ce que je... pour être capable d'aider les autres. Oui. Et tu le fais. Et ça, c'est de redonner. Hein? Puis, en quelque part, bien, ça nous nourrit aussi. Bien, tu sais, on n'a pas parlé, mais il y a un des chapitres du livre qui s'appelle « Donner un sens à ce qui n'a pas de sens ». Fait que j'ai une conférence qui est « Donner un sens à ce qui n'a pas de sens ». J'ai un atelier aussi qui s'appelle aussi comme ça. Parce que combien de fois, toi, tu as pu dire dans ta vie « ça n'a pas de maudit bon sens ». Hein? Mais c'est ça. Mais ça arrive pour toutes sortes de choses, tu sais, dans nos vies, puis dans notre quotidien. Puis on perd le sens. Puis des fois, on va chercher le sens du pourquoi ça nous arrive. Alors, comment on peut redonner du sens et comment, en redonnant du sens à un événement difficile, on redonne du sens à notre vie? Tu as parti un mouvement, un beau et grand mouvement qui parle de soleil. Hein, parle-nous de ça un petit peu. Bien, en fait, c'est une fondation qui s'appelle la Fondation des millions de soleils. On a une page Facebook, on partage des citations, toutes sortes de belles vidéos, des textes. La Fondation a pour mission d'inspirer et d'enseigner de saines habitudes de pensée. Alors, c'est la stratégie du soleil. Alors, comment on trouve notre soleil? Puis, et pour ça, bien, on fait aussi
des activités particulières pour mettre du soleil dans la vie des autres. Tu vois, on a fait une première activité au mois d'août, c'est quand même une nouvelle fondation. Et c'était un match de hockey pour réaliser le rêve de 6 enfants différents qui ne peuvent pas, à cause de leurs conditions de santé, jouer au hockey. Et là, ce qui est particulier, c'est qu'on a organisé le match de hockey. On a fait venir, il y avait des anciens nordiques, il y avait David Desharnais qui était là, Jacques Demers est venu coacher, on avait Sylvain Guimond aussi du Canadien qui est venu coacher. Puis, on avait aussi une équipe de Pee-Wee. Et c'était important d'ajouter des enfants pour qu'il y ait un apprentissage, parce que c'est ça le but de la Fondation, c'est qu'on en ressorte plus grand. T'sais. Et on a fait des pratiques avant. Et pour nos enfants différents, bien, ils participaient à la pratique. On en avait qui étaient en fauteuil roulant. Et puis, pour les Pee-Wee, ce qu'on a fait, c'est qu'à la première pratique, on leur a fait vivre la différence de nos enfants qui étaient là sur glace. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui ont joué avec l'œil caché parce qu'on avait un de nos enfants qui ne voyait pas bien. Un qui était paralysé, donc ils ont joué avec un bras attaché. On leur a fait vivre physiquement c'était quoi être sur la glace avec les difficultés qu'allaient avoir leur coéquipier. Ça a été vraiment très riche. J'étais tellement fière de nos beaux Pee-Wee parce que ce match-là, on leur avait donné le mandat. C'est aujourd'hui, vous nous aidez à faire briller les 6 jeunes. Alors, ils ont volontairement échappé des buts, ils ont volontairement fait des passes pour permettre à ces enfants-là de compter des buts. Ah, c'était tellement une belle journée, là, vraiment. Là. Alors, c'est ça que la Fondation veut faire. C'est, oui, une espèce de donner au suivant, mais en faisant contribuer les monsieur, madame, tout le monde ou tout le monde autour, puis qu'on en ressorte tous avec un apprentissage. Donc, quelqu'un qui veut embarquer dans la Fondation, qui veut embarquer dans ce mouvement-là, c'est Facebook? Oui, on a un site Internet, www.desmillionsdusoleil.com. Là-dessus, on a une belle mosaïque aussi de photos, parce que ce qu'on dit, on est à l'ère des selfies, là, de se prendre en photo. Bien, nous, ce qu'on dit, c'est que quand tu vis un moment soleil, prends-toi en photo et partage ta photo sur la mosaïque. Comme ça, il y aura toujours un soleil qui va briller pour quelqu'un. Alors, c'est super le fun d'aller voir parce que sur le site, on a des photos plein, puis je ne sais pas d'où ça vient, puis on en a d'un peu partout. Et tout ça dans le but de partager son soleil. Fait que les gens peuvent soit par la mosaïque sur le site ou encore sur Facebook, nous suivre, et c'est là-dessus qu'on annonce nos activités. Puis, je renchéris là-dessus sur le fait que tout ce que tu as vécu là, ça fait de toi quelqu'un qui a un bagage extraordinaire, puis ça peut s'appliquer dans des organismes, mais ça peut s'appliquer en entreprise aussi. Bien, qui a pas d'épreuve? Ou ce que j'aime dire, c'est que, tu sais, des fois, on pense qu'on n'a pas d'épreuve, puis là, quand on se met à parler avec la personne, bien, son épreuve, elle s'appelle Ginette, puis c'est sa collègue de travail qui draine son énergie toute la journée, là. Et la personne, elle met ça tellement gros, puis elle amplifie tellement que pour elle, c'est toute une épreuve. Fait que, tu sais, c'est des stratégies pour mieux rayonner, pour vraiment ajouter du positif, de saines habitudes de pensée. C'est ça que je donne. Et personne n'est à l'abri d'une épreuve. En finissant, Marilyn, j'aimerais que tu me dises, à la fin, quand ce sera terminé, qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de la légende de Marilyn Petit? Comment tu aimerais qu'ils racontent l'histoire, dire, quelques générations, Marilyn Petit, ça, cette femme-là, elle était... Où est-ce qu'elle a légué? Il dirait, je vais vous raconter l'histoire. Oui? Qu'est-ce qu'elle va nous raconter? De Marilyn Petit, la petite Petit, qu'on l'appelait. Parce que déjà très jeune, j'ai chanté à l'église, j'ai fait plein de choses. Bien, c'était un petit soleil sur 2 pattes. Puis, ça a l'air qui était connectée directement au soleil. Et c'est là qu'elle puisait son énergie. Puis en plus, elle était contagieuse, comme ça se peut pas. En fait, ce que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est que, tu sais, le bonheur, c'est quelque chose qui brille à l'intérieur de soi. Puis des fois, on se met nos idées tellement dans les nuages nous-mêmes qu'on oublie de savoir que ça part de là. Parce que c'est vraiment de là que ça part. Et que c'est notre responsabilité de faire en sorte que le soleil brille, mais qu'il brille d'abord en soi. Parce que ce qui est magique, c'est que quand tu arrives à le faire briller en toi, c'est là où il rayonne.
Alors, si je voulais qu'on retienne quelque chose de moi, c'est comment ça va bien pour toi. Ce que j'ai compris de l'entrevue avec Marilyn, c'est que pour vivre sa légende et attirer le bonheur, ben, quand ça va mal, il faut trouver ce qui va bien dans ce qui va mal. En fait, il faut trouver le petit rayon de soleil de la journée.